Né en 1967, c'est un entrepreneur français. Il a fondé 9 entreprises depuis 1989. 9 entreprises dans des domaines très variés. Captain Dash, MusicWave, MXP4, Absolute Design, pour en citer quelques-unes et dans le désordre. Gilles Babinet est, comme beaucoup de créateurs de licornes ou de GAFA, un drop-out scolaire. Il quitte effectivement ses études secondaires et passe son bac en candidat libre à l'âge de 20 ans. Il a 22 ans quand il fonde Escalade Industries, sa première entreprise. Après avoir été président du Conseil national du numérique en 2011, il en est depuis juin 2018 le vice-président. Mais il est surtout, depuis 2012, notre digital champion auprès de la Commission européenne. Défenseur du numérique, il représente notre pays à la Commission européenne pour aider les États sur les enjeux sociaux et économiques de la transformation digitale. Monsieur Babinet, bonjour. Une première question s'impose. Quand et comment êtes-vous arrivé à travailler dans le web ? Bonjour. Écoutez, je travaille dans le web depuis à peu près 1995. J'ai monté une web agency à cette époque parce que j'étais à l'époque propriétaire d'une agence de design industriel et il nous semblait normal de rentrer sur ces métiers du numérique, les premiers métiers du numérique. Donc cette agence s'est développée jusqu'en 2000, date à laquelle je l'ai vendue. Quelles ont été les grandes étapes de votre parcours professionnel et quelle logique y avez-vous appliquée ? J'ai un parcours qui est assez bigarré puisque j'ai commencé dans le bâtiment. Ma première entreprise était d'ailleurs une entreprise de bâtiment. Et puis à partir de ça, j'ai donc fait du design industriel. Je suis venu à l'internet. Je suis rentré dans l'univers des startups. Tout ça, c'est une parenthèse de 25 ans entre guillemets. Je pense que la logique que j'ai appliquée principalement, c'est de m'associer avec des gens qui avaient des compétences complémentaires aux miennes, ce qui m'a permis de rentrer dans des univers où j'avais peu d'expertise, comme par exemple le domaine de la musique, où j'ai travaillé fut un temps, ou encore le domaine du bâtiment, où j'avais des compétences limitées. Ça, c'est un axe qui a été fort, voilà. Et puis l'autre axe, ça a toujours été d'essayer d'avoir une approche assez structurée en matière de commercialisation. Alors d'avoir des systèmes d'information, par exemple, qui permettaient d'être assez efficaces ou d'avoir des forces de vente qui étaient capables de couvrir des grands territoires, voire des continents entiers, dans le cas d'autres entreprises. Quel regard portez-vous sur ces 25 dernières années et quelle est votre vision pour le monde de demain, fortement donc associé au digital ? Quelles en seraient les thématiques fortes ? Le monde dans lequel j'ai commencé n'existe plus. C'est-à-dire que déjà la notion d'entrepreneuriat était extrêmement peu commune. On disait que les entrepreneurs, c'était des gens qui œuvraient dans le domaine du bâtiment, ce qui était vrai pour moi d'ailleurs au début. Et puis au-delà de ça, quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet, on était dans un monde qui était extrêmement fragmenté. D'une certaine façon, il y avait des avantages puisqu'il y avait moins de concurrents, mais de l'autre, il y avait un champ du possible qui était beaucoup plus limité. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas tout de suite été dans le domaine de la technologie. Et le monde qui vient me semble être un monde massivement technologique. Et je pense qu'une des clés fortes de lecture de ce monde-là, c'est la maîtrise du code, c'est-à-dire la programmation informatique. Je conseillerais, pour ainsi dire à tout le monde, au moins de s'y initier pour comprendre ce dont il s'agit. C'est un point de désaccord avec Laurent Alexandre. Ouais, je suis tout à fait en désaccord avec lui là-dessus, mais c'est pas dramatique, on est en accord sur d'autres sujets. Là-dessus, je pense que lui-même taperait un peu de code, sans doute il n'aurait pas les mêmes propos sur l'intelligence artificielle. Pouvez-vous me nommer 3 ou éventuellement 5 personnes avec qui vous avez été amené à travailler avant 2000 et qui mériteraient d'être citées dans le livre des pionniers du digital ? Oui, alors il y a plusieurs personnes. Je pense évidemment à mon associé Clément Bataille, qui a été mon associé pendant 8 ans, et
avec qui je garde toujours aujourd'hui une forte amitié, qui a été quelqu'un d'important parce que, voilà, un associé avec qui vous construisez une entreprise, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, mais aussi avec qui vous pouvez vous confier quand vous avez des doutes, célébrer quand ça fonctionne, donc quelqu'un d'important. Je pense également à quelqu'un qui a eu un rôle peut-être un peu plus distant, mais néanmoins important, qui a été Frédéric Dall'Est, le fondateur d'Ariane Espace, et qui m'a donné quelques conseils. Il s'en est peut-être pas rendu compte à l'époque, mais qui m'ont marqué et qui ont probablement beaucoup joué dans la façon dont j'ai développé mon entreprise. Et puis, dans une moindre mesure, je pense à quelqu'un qui s'appelle Frédéric Fagard, qui était un conseiller à la Chambre de commerce et qui, à une époque où j'avais pas de réseau, peu de connaissances dans le domaine de l'entreprise, m'a beaucoup aidé à structurer mes entreprises d'alors. En référence à de nombreuses études, vous évoquez dans votre livre Transformation digitale, l'avènement des plateformes, le retard du management des entreprises françaises en matière d'agilité digitale. Il est vrai que nous aimons en France la gouvernance verticale. Est-ce que ce schéma pyramidal est compatible avec cette nécessité d'agilité digitale, justement ? Et quelles seraient les pistes pour pallier si incompatibilité il y avait ? Alors, effectivement, je m'épanche beaucoup dans mon livre sur le fait que le modèle français, très verticalisé, très élitiste, est difficilement compatible avec la révolution digitale. Je pense que c'est quelque chose qui nécessite que on le prenne à bras-le-corps, qu'on change la structure managériale des entreprises pour avoir moins, on va dire, de corporatisme élitiste, c'est-à-dire une espèce de caste qui a certaines d'avoir raison et qui décide pour tout le monde, et pour rentrer plus dans des groupes de projets, ce qui est plus efficace. Ça ne veut pas dire que ce sont des entreprises où il n'y a plus de management, mais ça veut dire que ce sont des entreprises où il y a plus de partage. Ça, c'est absolument certain. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'inatteignable pour les entreprises françaises, mais le choc culturel est important parce que ceux qui continuent à diriger, en tout cas les grandes entreprises, ce sont des polytechniciens, des énarques, dans une moindre mesure des centraliens et d'autres écoles, mais il faut absolument descendre de ce piédestal parce qu'il n'est plus approprié dans le monde qui vient. Oui, j'entends bien, cela est une observation, mais comment en pratique faire pour que ce management vertical s'efface, puisqu'en fait, pour parler franchement, il faudrait en fait rapidement remplacer ces managers. Il faut les remplacer ou il faut qu'ils changent d'attitude. Oui. Et donc moi, je recommande une méthodologie de transformation digitale qui est relativement progressive, mais qui passe beaucoup par le fait de faire des workshops et de faire en sorte que les collaborateurs nient, entre guillemets, les échelons hiérarchiques pour travailler ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est progressif. On ne peut pas le faire en un seul coup. Moi, je travaille dans différentes entreprises. Je me rends compte que on ne peut pas le faire en une seule fois. Mais je crois qu'on peut le faire, néanmoins, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Dans son ouvrage « Les 30 Glorieuses » de 1979, Jean Fourastier, un très bon ouvrage d'ailleurs, revient sur les espoirs de la formidable période d'expansion entre 1944 et la première crise du pétrole en 1974. Cet économiste considère que malgré la forte croissance et le plein emploi des 30 Glorieuses, les importants progrès au cours de cette période n'ont engendré principalement qu'une insatisfaction générale. Dans notre situation économique dégradée, comment peut-on envisager aujourd'hui ce risque d'insatisfaction au sein de cette transformation technologique historique très rapide qui peut laisser les gens en situation de fracture ou d'exclusion ? Jean Fourastier, l'un des plus grands économistes français, il a œuvré notamment au redressement du pays avec le plan Marshall, et avec succès, puisque on appelle désormais cette période les 30 Glorieuses. Donc il faut lui rendre acte de cette remarquable œuvre de redressement du pays.
Maintenant, c'est vrai qu'il a, dans ce livre que j'ai lu, notamment, entre guillemets, dénoncé une certaine déshumanisation de la société française au travers d'une taylorisation du travail. Il a évoqué aussi l'individualisme qui est monté au travers de la création d'environnements urbains qui ont été faits très très vite, des villes nouvelles qui n'ont pas permis de créer du lien social. Et puis finalement, quand on s'est retrouvé dans une période de moins forte croissance, on s'est rendu compte qu'on avait tout un tas de dysfonctionnements importants dans notre société qui n'étaient pas traités. Il faut mentionner l'importance de la productivité. C'est-à-dire que les grandes périodes de transition, c'est des périodes où vous avez beaucoup de productivité, contrairement à la période que l'on traverse où la productivité est extrêmement faible. Et l'une des promesses qui semble s'annoncer avec l'avènement de l'ère de l'intelligence artificielle, c'est une recrudescence de productivité comme on n'en aurait pas connu depuis maintenant presque 50 ans. Donc est-ce que ça va arriver? C'est probable. On a de très très grands dysfonctionnements dans la société actuelle qui vont obérer le potentiel de cette productivité, notamment un capital humain qui est insuffisamment formé, une capacité de mobilité sociale qui est extrêmement faible, une formation professionnelle qui est faible également, et ainsi de suite. Mais néanmoins, on peut penser qu'on va avoir une possibilité de gain de productivité. Donc il faut absolument transformer la société, parce que si cette possibilité est avérée, les opportunités qui peuvent en découler sont inimaginables. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas agir de façon linéaire. C'est-à-dire qu'il faut profondément réformer l'école, profondément réformer la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, et il faut probablement commencer à investir de façon forte dans l'innovation. Ce que je vous dis, c'est intéressant parce que c'est pas nous qui le faisons, c'est les Chinois. Donc ces 4 points que je viens d'évoquer, c'est exactement ce que l'on observe actuellement en Chine. Malheureusement, nous ne l'avons pas encore compris à une échelle européenne, ni d'ailleurs à une échelle nationale. Donc il faut qu'il y ait un réveil qui se fasse tout de suite. Pour revenir sur la productivité, on s'aperçoit aujourd'hui que la courbe de productivité versus salaire restait relativement en adéquation jusqu'à 1990 autour. Voilà. Plutôt d'ailleurs 80. 77. Des corrélations. Oui. Cette courbe de productivité, qui continue d'ailleurs aujourd'hui sa progression, peut-être faiblement, semble a priori déconnectée des salaires. En Chine, quand on trace cette courbe, peut-on voir également cette même décorrélation? Et peut-on dire aujourd'hui en France que cette progression linéaire, rompue, productivité versus salaire, renforce l'insatisfaction? Une insatisfaction qui se traduit même quotidiennement dans la rue, avec les gilets jaunes par exemple. Est-ce que ces mouvements ne vont pas croître justement avec cette révolution technologique en risquant de fracturer d'autant plus la société avec des laissés pour compte et voire même favoriser l'exclusion? Alors ça, c'est vraiment un sujet sur lequel je me suis passionné, la distribution de la productivité. La productivité, et je crois que Jean Fourastier l'a vu d'ailleurs de son vivant, mais il est toujours vivant d'ailleurs, Fourastier est très vieux, mais il est toujours vivant. Il a vu cette décorrélation, et aujourd'hui elle est effectivement extrêmement importante. La distribution va presque uniquement au capital. Donc ça, c'est typiquement un élément de politique publique qu'il faut traiter. Il faut mettre en place des facteurs redistributifs qui permettent d'éviter la captation de la productivité par les capitalistes. Je ne suis pas forcément un marxiste, mais je constate ce problème qui est de plus en plus aigu et qui est propre à l'économie digitale, parce que l'économie digitale, elle permet de concentrer la richesse au travers des plateformes de façon extrêmement importante. Donc cet enjeu-là, il n'est pas du tout traité, mais ça sera la distribution de la productivité ou la guerre, comme on l'a connu au XIXe siècle. Mais cette redistribution de productivité, qui est effectivement rompue par rapport à la redistribution sur les salaires,
Mais peut-on également identifier un risque majeur de distribution sur la collecte ou la ressource des États? Peut-on craindre en fait aujourd'hui à une ruine des États que peut porter le montage de structures fiscales ou d'architecture fiscale, plus ou moins complexes d'ailleurs, pour certaines du moins déjà identifiées, sur la fuite des capitaux de grandes entreprises? Je pense bien évidemment à l'actualité et des quelques grandes entreprises du numérique. Oui, alors ça c'est le deuxième problème de l'économie mondiale, c'est effectivement une virtualisation de l'économie et du sandwich irlandais qui fait qu'on peut isoler le profit de façon extrêmement forte. On a comme réponse à ça ce qu'on appelle BEPS, qui est un ensemble de mesures portées par l'OCDE qui permettrait de recapter la valeur. Il faut absolument que l'agenda de BEPS soit promu au travers du G7 et probablement au travers de l'ensemble des pays de l'OCDE, car si on ne fait pas ça, on va avoir des distorsions très importantes et qui amèneront également la ruine et la guerre des nations. La montée du populisme est probablement directement corrélée à la distribution inégale de la richesse et le fait qu'on n'est pas capable de former les gens. Je fais actuellement un papier sur ruralité et numérique et on voit bien que la mobilité sociale s'est réduite dans un certain nombre de territoires et qu'elle ne profite plus qu'aux classes aisées au détriment des classes moyennes et des classes précarisées. En fait, toujours pour revenir donc, dans l'ouvrage de 79 de Fourastier, de Jean Fourastier, il liste en fait 3 raisons essentielles qui freinent la propagation d'une technologie. C'est le conservatisme et son poids. On peut voir effectivement dans l'architecture très verticale des entreprises aujourd'hui, l'absence de personnel formé, vous en avez fait déjà allusion, et les fortes contraintes réglementaires. Ces 3 raisons sont d'autant plus fortes quand elles permettent de protéger les acteurs qui ont le plus à perdre. En prenant exemple, il n'est pas utile de rappeler ici l'abandon en 1978 des travaux de Louis Pouzin, avec Internet, etc., et son équipe, au profit du fabuleux échec Transpac. Mais peut-on croire, des décennies plus tard, que les élites françaises, politiques, législateurs, décideurs, gouvernements d'entreprise, élites françaises ou européennes d'ailleurs, sont aujourd'hui plus clairvoyantes? Oui, encore une fois, Fourastier est extraordinaire, parce que il a vu ces 3 facteurs que moi je vois tous les jours, qui sont particulièrement à l'œuvre, et j'augmenterai ces facteurs d'un 4e facteur, qui est la surabondance de capitaux. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de travaux qui montrent qu'il y a tellement de capitaux qu'on continue à nourrir, entre guillemets, les économies improductives qui auraient dû disparaître, et qui auraient permis ainsi la transition schumpeterienne. Donc ça, à l'époque de Fourastier, ça n'existait pas, mais c'est apparu avec la financiarisation de l'économie. Et en fait, cette financiarisation, elle a un effet délétère, qui est que, d'une part, on donne de l'argent à des acteurs qui auraient dû disparaître, et qui eux-mêmes vont financer des lobbies qui favorisent leur régulation, donc qui empêchent l'émergence d'acteurs de l'innovation, et ils vont également financer leur système éducatif qui leur permet de continuer à exister comme si de rien n'était. Donc on n'a pas du tout ce qu'on a observé dans les années 1880 à 1914, c'est-à-dire une transition extrêmement rapide vers les nouvelles technologies, donc évidemment moteur explosion, moteur électrique, électricité, télégraphe, téléphone, chimie fine. Ce que l'on a vu à cette époque ne se traduit pas aujourd'hui. Vous avez toujours des systèmes bancaires antidéluviens, vous avez toujours des systèmes de transport qui sont finalement extrêmement peu numérisés, pas automatisés entre guillemets. Vous avez des systèmes administratifs qui sont totalement basés sur la bureaucratie et le papier, et ainsi de suite. Normalement, on peut penser qu'avec les technologies que l'on a, si on avait dirigé l'ensemble des capitaux là-dessus, on aurait une société qui serait beaucoup plus productive. Encore eût-il fallu qu'on soit capable de diriger ces capitaux au bon endroit. Le système éducatif français scolaire semble complètement à réformer. Le sociologue François Dubé considérait à l'aube du XXIe siècle que la scolarité en France était un système à fabriquer l'exclusion. Qu'en pensez-vous ?
Oui, donc ce constat sur l'absence de mobilité sociale au sein du système éducatif, il est ancien maintenant. PISA n'a fait que renforcer cette compréhension-là. On a bien vu que l'école française a une très faible capacité de mobilité sociale. Toutefois, j'ai bon espoir que les mesures prises par ce gouvernement vont dans le sens d'une plus forte mobilité sociale. J'ai assisté l'autre jour à une analyse faite par les gens de l'OCDE et qui était quand même relativement optimiste sur notre capacité à recréer un système éducatif et peut-être de formation professionnelle qui générerait à nouveau une certaine mobilité sociale. C'est néanmoins un grand enjeu, un enjeu qui n'est pas digne d'un pays qui se dit républicain, et c'est à l'aune de la révolution numérique un enjeu qui est d'autant plus préoccupant parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui pensent de façon alternative et non plus une caste de sachants qui sont toujours les mêmes et qui se renouvellent sans être capables de renouveler sa pensée. Pour revenir en 1990, il y a un spécialiste d'implication sociale, M. Howard, qui disait qu'Internet allait devenir un nouvel espace public, régénérant en fait la démocratie. Il prédisait les ambitions inclusives du réseau. Selon lui, ce réseau devait se gouverner par la raison, s'affranchir des gatekeepers, devenir un lieu de discussion des intérêts communs. Une nouvelle agora numérique, en quelque sorte. Où sont, quelques décennies plus tard, les promesses inclusives d'Internet et les trajectoires du numérique? Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire que tout ce qui a été imaginé sur les années 80-90 viennent essentiellement de gens qui sont en marge de la société, quand on parle de l'open source, par exemple, ou voire même de la blockchain avec les cypherpunks. Oui, alors vous citez des choses qui me sont chères. Effectivement, c'est des choses tout à fait passionnantes. Donc, à moins d'être resté dans une grotte, on peut dire qu'on a à peu près le scénario inverse que celui que vous décrivez, qui est le scénario de l'enlightenment, de l'illumination, d'une sorte de nouvelle renaissance qu'on a tous espéré. Et c'est vrai que les premières phases de l'Internet ont été absolument remarquables. Ça a été porté par des mouvements d'éveil. On a eu des choses comme Wikipédia, l'open source, donc tout ça était intéressant. Puis on a eu tout à coup une captation de ce système à la fois par des grandes entreprises, des entreprises digitales qui nous inquiètent aujourd'hui dans leur capacité à contrôler les idées, des systèmes de renseignement comme la NSA, et puis des systèmes de désinformation comme le GRU russe, et d'une façon plus générale, l'émergence des phénomènes de hate speech et de fake content sur Internet qui sont extrêmement préoccupants parce qu'ils renforcent le populisme, les extrêmes, et finalement le contraire des facteurs d'éveil, en fait. Je vous dirais que, d'abord, je pense que toute révolution passe par des périodes sombres. La Révolution française a connu la terreur, période absolument terrible, où on a eu des centaines de milliers de morts, et je pense que à cette époque, tout le monde était persuadé que c'était le juste prix à payer du fait d'avoir la juste damnation du fait d'avoir tué le roi, entre guillemets. Et puis après, on a connu des périodes qui étaient plus intéressantes. Et je n'en pense pas moins que Internet est une révolution absolument extraordinaire et nécessaire face aux enjeux démographiques, environnementaux, même, je dirais, les enjeux de la pensée aussi qui nous font face. Et je ne voudrais pas confondre le doigt avec le soleil. C'est pas parce qu'on est dans une phase qui est difficile que on va pas retrouver une dynamique qui est intéressante. Néanmoins, c'est important que, entre guillemets, les forces non obscurantistes s'unissent pour contrer le hate speech avec des mesures qui ne sont pas que coercitives, comme on tend à nous le faire croire, que on est là par contre
un plus fort contrôle des grandes entreprises, et là par contre avec des mesures qui sont clairement coercitives. C'est pas normal que le sandwich hollandais continue à fonctionner au XXIe siècle. Et puis au-delà de ça, qu'on s'accorde sur des fonctionnements entre États qui soient moins problématiques, qu'on soit capable d'être également coercitif à l'égard des Russes, parce que je pense que leur rôle dans la montée des extrêmes est absolument fondamental, et ça n'est pas acceptable. C'est devenu un vrai rogue state, avec des implications sur l'élection de Trump, sur le succès du Brexit, sur la montée des extrêmes au travers de l'ensemble de l'Europe, et probablement bientôt sur le vote des élections européennes, qui ne sont plus supportables. Et donc il faut être clairement extrêmement ferme vis-à-vis de cet État qui à lui tout seul est en train de déstabiliser le monde occidental. Pour revenir en fait sur la Révolution française, on peut s'apercevoir, et c'est assez effrayant, que toutes les utopies qui découlent de mouvements révolutionnaires, ou pour aller plus loin, la création par des mouvements alternatifs ou d'éveil hippie vers aujourd'hui ce que sont les nouvelles technologies, que toutes ces utopies ont débouché principalement sur des dictatures. Oui, toutes ont débouché sur des dictatures. L'utopie hippie des États-Unis, on ne peut pas dire que les États-Unis soient encore une dictature. Oui, mais quand on voit les fondateurs des GAFA, qui étaient quand même relativement et plus ou moins très alternatifs, très éveils, aujourd'hui en dirigeant leurs entreprises, ils sont pratiquement devenus très autoritaires. C'est vrai, mais il y a aussi des choses tout à fait extraordinaires. Il y a des gens qui sont remarquables de constance dans ces combats, et je pense que vous avez évoqué ça, le mouvement Cypherpunk, The New Frontier Foundation, aujourd'hui le Berkman Center, d'une façon générale les mouvements universitaires qu'on voit aussi bien à Stanford qu'au MIT sont quand même des îlots de résistance face à ces acteurs qui ont malgré tout une voix importante dans le débat politique. La renaissance aujourd'hui d'une certaine forme de gauche américaine, je pense à Octavio Cortés, c'est des choses qui sont aussi le fait d'Internet. Je pense pas qu'elle aurait réussi à percer aussi rapidement si elle n'avait pas eu Internet. Donc il faut aussi voir ses bons côtés, et je suis pas du tout certain que les prochaines élections américaines, par exemple, ne verront pas une remontée très très forte de ces idées-là, parce que les États-Unis sont, je veux dire, la constante de l'histoire aux États-Unis, c'est la surprise. Vraiment, on a la guerre froide et tout le monde pense qu'il y aura une prochaine guerre nucléaire, et on l'a pas. Voilà. Et puis on a des périodes de macartisme qui vont déboucher quand même sur des mouvements civiques extrêmement puissants, je pense aux années 60, et qui vont finalement faire refleurir une forme d'idéal démocratique américain. Je crois d'ailleurs que Mme Cortés a de gros problèmes en ce moment pour l'implantation d'un entrepôt Amazon, me semble-t-il. Jeff Bezos, qui d'ailleurs fait aujourd'hui pression pour la détruire, va probablement y réussir, non ? Je dirais pas ça. Mais Jeff Bezos a décidé effectivement de la détruire, et il va mettre des moyens considérables dessus. C'est un peu la vengeance froide, parce que c'est elle qui est à l'origine du départ d'Amazon de New York. Je ne peux pas ne pas voir la main de Jeff Bezos dans ce qui se passe actuellement, où il y a des mouvements qui sont très coordonnés contre elle. Elle se défend comme elle peut, mais les Américains ne sont pas dupes non plus, et je pense que le mouvement qu'elle a initié est un mouvement fondamental. Et ça va être très très difficile de revenir là-dessus. Jeff Bezos a un appétit de richesse qui est incroyable. Moi, je peux vous dire que j'ai pas mal étudié la personnalité des GAFA, des patrons des GAFA. Lui n'a que faire de l'impact social. Son premier souci, c'est d'être de plus en plus riche. Et je crois qu'en cela, il diffère quand même de certains autres. Voilà, je suis pas sûr que, même si j'ai des désaccords fondamentaux avec eux, ce soit le premier objectif de Sergey Brin ou Larry Page.
Pour revenir sur ces entreprises, sur ces mastodontes qui concurrencent par leur fortune et leur pouvoir les États, on peut observer, par exemple en Corée du Sud, quand Samsung souhaite, l'État a le petit doigt sur la couture du pantalon et obéit. Oui, alors Samsung est une société qui représente, je crois, 10% du PIB de Corée. Il ne faut pas oublier quand même que Samsung a des anciens dirigeants qui sont en prison. Hein. Oui. Et puis qui sont en prison pour 20 ans, je crois. Corruption. Voilà, pour corruption. Donc, malgré tout, il y a une forme de démocratie qui fonctionne. L'ancienne présidente coréenne est en prison également. Voilà, je suis pas sûr qu'on pourrait faire ça en France. Hein. Donc, c'est une grande démocratie avec un acteur qui pèse trop lourd dans son PIB, mais bon, qui s'en plaindrait aussi, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un Alcatel qui pèse 10% de la nation. On serait probablement non pas à 8% de chômage, mais aux alentours de 3%, et on aurait des comptes publics qui fonctionneraient certainement mieux, parce qu'il n'y a pas de sandwich hollandais dans le cas de Samsung. Très bien. Ça fait 30 minutes, on va clôturer l'interview. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Babinet. Merci, c'était un plaisir. Je trouve que vous avez d'excellentes questions et un fil très cohérent. Merci beaucoup.